Ben, on se demande pourquoi tout ce monde est là. Bien parce que nous faisons des choses ensemble, n'est-ce pas? Nous partageons un projet commun donc pour la relance de la production de logements sociaux en Martinique et relance qui qui aura on dira aussi un effet important sur la relance du BTP. Et c'est dans ce contexte que nous avons commencé à travailler il y a quelques mois. Au préalable, je vais peut-être faire un petit rappel sur le poids justement du logement social en Martinique. Ah, ok. Oui. Décidément. Ok. Ok. Oui. Donc là-dessus, quelques petits éléments de rappel, mais qui ont déjà été évoqués partiellement sur, on dira, les produits d'intervention de l'État. Bien, nous avons d'abord cette ligne budgétaire unique qui est, on dira, une action du BOP Conditions de vie Outre-mer, donc d'un budget porté par le ministère des Outre-mer et qui finance à la fois donc la construction de logements locatifs sociaux et qui donc accompagne les bailleurs sociaux dans le portage de leurs opérations, voilà, pour la construction neuve et la réhabilitation. Cette ligne budgétaire unique qui finance aussi l'aide à l'amélioration de l'habitat, donc dispositif dont nous n'avons pas parlé la dernière fois, puisqu'elle concerne les propriétaires occupants, on dira, dans la réhabilitation de leur logement. Nous avons aussi donc le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, Fonds Barnier, qui est aussi mobilisé par les bailleurs sociaux pour le confortement parasismique du parc, donc qui est aussi un outil donc très intéressant. Et puis à côté de cela, nous avons aussi d'autres outils portés par l'État, donc le Fonds vert notamment, donc c'est le Fonds d'accélération de la transition écologique. Nous avons aussi le FRAFU, donc Fonds régional d'aménagement foncier et urbain. Et puis aussi donc des produits fiscaux dont a déjà en partie parlé Monsieur Roufian, donc à travers le crédit d'impôt, le crédit classique, le crédit d'impôt réhabilitation depuis août 2025 et qui permet de financer dans des conditions extrêmement intéressantes, bien justement, donc la seconde vie du parc, et puis aussi donc des dégrèvements donc en matière donc de taxes foncières sur les propriétés bâties. Voilà, donc autant de produits intervenant depuis août 2025. Voilà, donc c'est ça le cadre financier. Maintenant, nous allons parler du logement locatif social. Donc, il s'agit justement donc du produit porté par des bailleurs sociaux, soit à travers la construction neuve ou encore à travers la réhabilitation. C'est quand même, on dira, donc un produit très intéressant pour loger nos Martiniquais, puisque donc très clairement sur donc une série de les 10 années écoulées, on se rend compte que ce sont grosso modo donc 7250 logements qui ont été engagés. Donc engagés, c'est-à-dire que il y a eu justement donc des opérations qui ont été engagées, validées par l'État auprès des bailleurs sociaux, et ce qui leur permet justement de donner un signal au BTP, donc d'engager des travaux. Et puis derrière cela, nous avons plus de 5000 logements qui ont été livrés. Donc sur cette séquence des 10 dernières années. Donc ce qui est extrêmement intéressant. Donc ce sont plus de 5000 logements qui viennent répondre aux besoins de Martinique et de nos Martiniquais. Ceci étant, on sait que cela n'est pas suffisant, puisque comme on l'a rappelé, aujourd'hui, la demande de logement donc s'établit à pratiquement 15 000. Les dernières données disponibles, 14 900. Donc ce sont 14 900 demandes de logements sociaux qui sont exprimées. Voilà. Maintenant, au plan budgétaire, cela représente quoi? L'action de l'État en faveur du logement locatif social, c'est quand même 160 millions d'euros sur la construction neuve sur les 10 dernières années. Et sur la réhabilitation, il s'agit de 34 millions d'euros en engagement. Voilà. Et en paiement, donc, il s'agit de 112 millions d'euros et 20 millions d'euros. Donc, si on additionne les deux, grosso modo, pratiquement 194 avec 15 millions d'euros de travaux qui ont été engagés, donc financés par l'État en appui aux bailleurs sociaux pour les opérations de construction de logements locatifs sociaux. Et pour la réhabilitation, il s'agit de 132 millions,
Et en paiement, donc, ce sont donc 112 et 20, 132 millions d'euros de travaux qui ont été effectivement payés. Voilà. Donc, autant de financements qui contribuent bien justement à l'alimentation du secteur du BTP. Et cela grâce à ces travaux qui sont portés par les bailleurs sociaux que nous avons ici. Sujet que nous n'avons pas évoqué récemment dans nos travaux, c'est l'aide à l'amélioration de l'habitat, parce que vous n'intervenez pas dessus. C'est quand même, on dira, un champ important d'intervention de l'État. Hein. Donc, l'aide à l'amélioration de l'habitat, là encore, hein, donc on voit bien qu'il s'agit sur une série longue, bien de 3600 logements qui ont été, opérations qui ont été lancées sur les 10 dernières années et 2400 opérations qui ont été livrées. Donc là, il s'agit très clairement d'aider les Martiniquais dans la préservation de leur logement ou encore l'éradication de l'insalubrité et à travers des travaux donc sur à la fois le confort, la salubrité ou encore la sécurité. Et ce sont des travaux très importants parce qu'en fait, ils permettent à des ménages avec des conditions modestes ou très modestes de bénéficier de financements importants de l'État afin justement d'améliorer leurs conditions de logement. Et là encore, en fait, il s'agit là d'une activité qui s'adresse particulièrement, qui est exercée par les acteurs du BTP, les très petites entreprises, les entreprises artisanales, et c'est un sujet qui est aussi très important puisque tout cela contribue à alimenter justement le secteur du BTP. Au plan financier, comme on le voit, donc l'aide à l'amélioration de l'habitat, bien sûr, les 10 dernières années, c'est pratiquement 130 millions d'euros de travaux qui ont été engagés. Ce n'est pas négligeable. Hein. C'est vrai qu'avec les bailleurs sociaux, on n'en parle pas trop, on parle plutôt de construction de logements, mais il faut savoir que ce volet aide à l'amélioration de l'habitat, pèse autant. Il pèse autant, et c'est vrai qu'il concerne énormément de logements et il répond à des enjeux très importants. Et en paiement, donc, ce sont 105 millions d'euros de crédits qui ont été injectés dans l'économie en réponse aux travaux qui ont été effectués par les entreprises. Cela, donc, je passe vite là-dessus, mais cela montre très clairement, quand on parle d'efforts financiers de l'État pour le logement social, retenons que l'État intervient à 75% en 2025 dans le financement de l'aide à l'amélioration de l'habitat. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Et vous verrez que, peut-être que vous ne voyez pas tout, Martinique Habitat, représenté ici par M. Chilan, intervient en moyenne à hauteur de 12% et l'apport personnel à hauteur de 11%. Donc, on voit très clairement que l'aide à l'amélioration de l'habitat est un sujet, donc est un financement qui est très fortement porté par l'État. Et cela se justifie très clairement puisqu'il s'agit, comme je l'ai dit encore une fois, de répondre à des besoins qui sont là, des besoins très préoccupants d'amélioration des conditions de logement de la population martiniquaise. Donc, en synthèse, quand on évoque le soutien financier de l'État pour le logement social, sur la ligne budgétaire unique, sur les 10 dernières années, 324 millions d'euros ont été engagés pour permettre le lancement de travaux de construction ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux et également des travaux d'aide à l'amélioration de l'habitat. Donc 324 millions d'euros et 236 millions d'euros ont été payés. Donc ce sont des sommes énormes qui sont justement donc injectées dans l'économie martiniquaise via le BTP. Et il n'y a pas que la ligne budgétaire unique, il y a également donc le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, donc Fonds Barnier, qui, sur donc, cette même série, est intervenu à hauteur de pratiquement 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour spécifiquement le confortement parasismique du parc des bailleurs sociaux. Voilà. Et 14 millions d'euros qui ont été payés. Donc là-dessus, on ne va pas trop s'étendre sur le sujet, mais certains bailleurs sociaux ont des programmes importants, d'importants programmes justement de réhabilitation de leur parc et de confortement parasismique du parc. Voilà. Donc, entre LBU et la LBU et le Fonds Barnier, ce sont quand même des sommes énormes qui sont mobilisées pour le logement social. Et comme on l'a dit, donc je ne vais pas le répéter, mais nous avons aussi donc notamment des produits fiscaux
qui interviennent également donc pour accompagner donc le financement des opérations d'amélioration donc de logement social. Voilà. Je vais parler maintenant rapidement du stock d'opérations. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce stock d'opérations donc en cours, qui n'ont pas, notamment celles qui n'ont pas démarré, c'est ce stock d'opérations qui permet véritablement aujourd'hui d'alimenter la relance justement de la production de logements sociaux et par voie de conséquence la relance du BTP. Donc très clairement, le stock d'opérations donc en matière de logements locatifs sociaux, eh bien, il est de près de 88 millions d'euros. Donc 88 millions d'euros de travaux qui permettront justement en grande majorité de dynamiser et de relancer la production de logements locatifs sociaux. En ce qui concerne l'aide à l'amélioration de l'habitat, eh bien, nous avons un portefeuille d'opérations en cours de plus de 30 millions d'euros, 34 millions d'euros. Donc, effectivement, quand on additionne les deux, c'est largement plus de 125 millions d'euros, pas loin de 130 millions d'euros de travaux qui, pour certains, sont en cours, mais qui restent aussi à engager, parce qu'en fait, il y a un sujet que nous n'avons pas évoqué là. Pourquoi donc on parle bien de relance? Parce que, eh bien, manifestement, en raison d'un certain nombre de facteurs sur lesquels on ne va pas s'attarder, donc notamment l'augmentation donc des coûts, les contraintes liées à bien justement à l'offre de travail, donc les difficultés à mobiliser les entreprises pour faire ces travaux, eh bien, il se trouve que le stock a augmenté. Donc aujourd'hui, le plan d'action qui est en train d'être mis en place vise justement à faire en sorte que la production de logements eh bien s'accélère. Donc le contexte, je l'ai décrit donc sur effectivement ce plan d'action, et c'est vraiment pourquoi se trouvent ici donc les bailleurs sociaux, parce qu'ils sont pleinement, on dira, investis dans cette démarche qui est initiée. Donc le contexte, on l'a évoqué, donc là, les difficultés du secteur du BTP, à la fois donc difficultés de l'offre, parce qu'en fait les entreprises, eh bien, elles ne sont pas nombreuses à intervenir sur certains lots en particulier en matière de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. Donc, nous avons des lots véritablement qui sont en tension, en difficulté, premier élément. Et deuxième élément, eh bien, bon, je ne fais que répéter ce que disent l'INSEE et l'IEDOM, mais il y a quand même une contraction de l'économie qui est claire, très claire aujourd'hui. Et dans ce contexte, le logement social apparaît, on dira, comme un facteur, on dira, contracyclique, qui permettra justement de réamorcer la production de logements et par conséquent, eh bien, fournir de l'activité aux entreprises du BTP. Et c'est tout le sens du plan d'action qui est porté par le préfet, qui a été initié par le préfet en relation avec les bailleurs sociaux. Et là-dessus, on s'est retrouvé en février dernier pour eh bien, une grande démarche visant à mettre en visibilité le logement social. Mettre en visibilité, eh bien, c'est vraiment montrer eh bien, à toutes ces entreprises qui, peut-être pour des raisons diverses et variées, ne se sont pas forcément intéressés à cette activité-là. Donc, leur montrer qu'il y a aussi de l'activité, du travail potentiel là. Eh bien, c'est sur cette base que nous avons bâti notre plan d'action. Donc, ce plan d'action, comme il a déjà été dit, eh bien, c'est plus de 300 millions d'euros de travaux sur une période de 12 mois à lancer. C'est énorme, 300 millions d'euros de travaux. Donc de construction de logements locatifs sociaux ou encore de réhabilitation, travaux qui seront bien sûr réalisés, pilotés par les bailleurs sociaux que nous avons aussi. Voilà. Et pourquoi on est là? Parce qu'en fait, si vous voulez, cette démarche qui a été lancée le 12 février dernier, ce n'était pas, on dira, un coup de communication, c'est véritablement un plan d'action qui est initié avec les bailleurs sociaux et avec les acteurs du BTP. Et l'idée est véritablement de montrer que nous suivons ce qu'on fait. En fait, on lance des choses, mais on suit également tout ce qui se fait et on veut donner de la lisibilité au secteur. Donc, très clairement, nous avons mis en place un dispositif de suivi. Et ce dispositif de suivi, eh bien, il permet véritablement de s'assurer de la mise en œuvre effective des projets qui ont été de tout ce qui a été prévu. Et on se retrouve ici, dans ce cadre, et c'est ce qui justifie eh bien, la présence des bailleurs sociaux à mes côtés aujourd'hui. Nous avons prévu le lancement, donc, chaque trimestre d'un volume de travaux. Et là, on arrive au terme du premier trimestre. Et avec ces bailleurs sociaux, nous allons partager
eh bien, les résultats obtenus grâce à la manifestation du 12 février, dans un cadre général, hein, donc, est-ce que davantage d'entreprises se portent présentes, donc viennent, donc répondent aux appels d'offres, etc. Quel retour ils ont? Et c'est le premier élément que je propose d'aborder avec les bailleurs sociaux. Qui veut commencer? Bonjour à tous. Oui, donc ce plan, en fait, c'est vraiment l'agglomération. Les 300 millions, c'est l'agglomération de tous les projets qu'on avait, nous, dans la seringue et qu'on voulait lancer. Et c'est extrêmement important d'avoir fait cette démarche, de mobiliser tout le monde pour nous aider à mener à bien ces projets. Alors, par rapport à ce qui était prévu au premier trimestre, chez nous, à Ozanam, eh ben, tout ce qui était prévu a été lancé, à part une petite opération de 8 logements où on a un problème administratif, c'est-à-dire qu'on pensait pouvoir lancer cette petite opération en acquisition-amélioration avec une déclaration préalable, et en fait on nous a demandé de déposer un permis. Donc le permis a été déposé, il sera instruit, et dès qu'il est instruit et qu'on a l'autorisation, et on sait déjà qu'on l'aura puisque le maire est très favorable, parce que c'était un bâtiment qui avait été commencé, qui avait été abandonné par le promoteur, et donc cette opération démarrera, je l'espère, à la fin du deuxième trimestre. Mais pour le reste, tout est lancé, que ce soit les opérations qui étaient prévues en VFA ou les opérations lancées directement par Ozanam. Tous les appels d'offres ont été lancés, et il y a une opération de 71 logements à côté de l'hôpital qui va être débouclée avec la prochaine commission d'appel d'offres d'Ozanam au mois d'avril. On a une opération de 134 logements à Trinité avec qui démarre là. Le défrichement du terrain a déjà démarré. On a une opération de 20 logements boulevard Bishop à Fort-de-France qui a démarré également. Donc voilà, on est au rendez-vous de ce qu'on avait dit. On va continuer à suivre ça de façon très précise. Et pour revenir sur le sujet de l'aide de l'État, moi je rappelle clairement que aujourd'hui le logement social, l'objectif c'est vraiment d'avoir des loyers qui soient contenus. On a des loyers plafonds et on ne peut avoir ces loyers de sortie au regard des coûts d'entrée que grâce à l'aide de l'État et à l'aide d'Action Logement aussi, et des prêts qui nous permettent d'obtenir. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le coût d'un logement qui est aujourd'hui un logement neuf de 210 000 euros, il y a la moitié en fait qui est le financement de l'État, soit par du crédit d'impôt, soit par de la subvention directe. Et sans cette aide, on peut pas réussir à sortir des loyers à 6-7 euros comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le loyer moyen d'une opération privée en Martinique, le loyer de sortie, il est à 18 euros. Donc vous voyez l'écart, c'est-à-dire qu'on réduit par un coef 3 le loyer de sortie. Et même sur ces loyers neufs de sortie, on a aujourd'hui des familles qui sont pas éligibles et qui ont un taux d'effort qui est trop important. Donc ces familles-là, on est obligé de les loger dans des parcs anciens avec des loyers qui sont encore plus bas. Et ça va être de plus en plus compliqué, je dirais, parce que le logement neuf, l'augmentation des coûts fait qu'on a une décorrélation par rapport à la capacité des familles. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est là où il faut qu'on travaille tous ensemble pour réussir à trouver des solutions d'innovation, des solutions de baisse des prix pour réussir à tenir nos engagements et à tenir nos sujets. Donc voilà, grosso modo, par rapport au plan de 300 millions qu'on a mis, Ozanam sur le premier trimestre est au rendez-vous, et on va continuer. Les équipes d'Ozanam sont motivées et sont sur le sujet pour faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Très bien. Pour nous, pour la CEMAG, c'est également le cas. Donc nous avons 60 logements au VRP qui a déjà démarré et est en cours de construction. 52 logements Lumina Sophie à Ducos en cours de construction également. Mais nous avons rencontré pas mal de problématiques sur une opération de 30 logements en bois d'amande où justement le lot concerné, le lot carrelage, a été en liquidation. Donc, comme le disait l'ADEAL, aujourd'hui, c'est un lot particulièrement en tension où on a très peu d'entreprises disponibles et qui a impacté justement l'avancement de notre chantier. Donc, on a dû relancer un marché dans ce premier trimestre 2026 en procédure adaptée par rapport à l'urgence de la situation. Et on a eu des réponses favorables et le lot a été retenu et bâti solution avec un démarrage de chantier, une reprise de chantier en mars 2026 et une fin de chantier en avril 2026 parce qu'en fait,
la liquidation de ce lot était en fin de chantier, donc il y a eu que des finitions, de la faïence. Donc c'est un point positif pour nous pour redémarrer ce chantier. Et enfin, concernant la conférence qui a eu lieu le 12 février, ça a permis d'avoir plus de contacts au niveau des entreprises. Beaucoup d'entreprises m'ont contacté et suite à cela, on a pu justement leur expliquer notre procédure de publication des marchés. Merci Madame Auger. Je crois que, au-delà des éléments quantitatifs, on ne peut que s'en satisfaire. Mais je pense, Monsieur Wofian n'a pas, donc ne sait pas trop sur le sujet. Mais je pense qu'il est aussi important d'avoir ce petit retour sur ces difficultés qu'il y avait à mobiliser les entreprises et justement comment est-ce que cette manifestation a pu y contribuer. Alors, je vais donner un exemple très simple. Ouais. On a reconsulté, nous, notre marché de remise en état des logements. C'est un marché qui nous posait problème parce qu'on a 4 zones géographiques sur ce marché et on avait 3 entreprises pour la remise en état de logement. Ces 3 entreprises avaient du mal à suivre par rapport au volume qu'on avait de remise en état de logement et on avait des délais de livraison de ces logements qui étaient de 3-4 mois, ce qui veut dire que pendant 3-4 mois, nous, on percevait pas de loyer puisqu'on ne pouvait pas remettre quelqu'un dedans. On a reconsulté, on a changé un peu la façon de procéder, on a lancé ça et le sourcing qu'on a fait avec les afterworks du BTP qu'on fait depuis 2 ans et demi, etc. et les discussions que j'ai pu avoir au mois de février de l'autre côté de la piste à l'aéroport ont permis d'avoir des réponses en quantité, c'est-à-dire qu'on a eu plus de 30 entreprises qui ont répondu sur ce marché de remise en état de logement et on va retenir 13 entreprises sur 5 lots différents puisqu'on a fait un lot à part parce qu'il y avait un sujet sur, et ça c'est un vrai sujet, sur la capacité des entreprises à intervenir en milieu ambianté. Ils n'ont pas tous l'agrément SS4 et donc on a fait un lot spécial pour ceux qui n'ont pas l'agrément et à qui on va confier des logements où il n'y a pas d'amiante et où il n'y a pas de difficulté. Donc on a fait un lot supplémentaire et donc au total on passe de 3 entreprises à 13. Ça veut dire qu'il y a vraiment un effet aujourd'hui où les entreprises se disent il y a du travail à faire avec les bailleurs sociaux. C'était le 12 février, on avait présenté aussi le montant de ce qu'on injecte hors construction ou hors réhabilitation dans l'entretien du parc. De mémoire, on était à 36 millions d'euros par an au niveau des bailleurs, donc c'est quand même des sommes conséquentes. Et sur ce marché de remise en état des logements, moi je suis très satisfait de pouvoir retenir 13 entreprises et d'avoir la possibilité de donner du travail à toutes ces entreprises. Merci Monsieur Wofian. Donc 13 entreprises, cela veut dire effectivement que ce sont des délais d'exécution qui sont plus rapides, puisqu'en fait quand on a la même entreprise qui est sur à la fois donc sur plusieurs bailleurs sociaux, donc effectivement il faut attendre qu'une opération soit terminée pour initier l'autre, alors que là, nous allons pouvoir véritablement accélérer la production de logements. Donc, je crois qu'on doit s'en satisfaire et merci, effectivement, on se remet vraiment satisfait de cette démarche du 12 février. Ce ne sont que les premiers retours. Voilà. Oui, alors pour la SMHLM, il est important de rappeler que le 11 février, on s'est vu, notamment avec la Fédération du bâtiment, pour communiquer sur nos pratiques, comme on l'a rappelé, pour prendre un certain nombre d'engagements et pour renouer la confiance avec les entreprises qui ne répondent pas à nos marchés. Alors pour nous, on avait prévu un certain nombre de programmes au premier trimestre qui ont été lancés et on est vraiment dans la partie, on est encore en cours d'appel d'offres sur les 46 logements qu'on avait prévu de lancer. Il y a un premier indicateur, c'est que on a 60% de retrait de dossiers en plus par rapport à ce qui se faisait avant. Donc je pense que déjà je voudrais remercier ces entreprises qui certainement suite à ce rendez-vous du 11 février ont renouer la confiance et sont au moins allés chercher le dossier. On a même des dossiers qui sont déjà en ligne, alors ce qu'on avait très rarement, parce qu'en général, c'était les 2 derniers jours avant la limite qu'on avait des dossiers. Et là, on est à plus d'une semaine avant la date limite et on a déjà des dossiers qui sont déposés. Donc, ça montre véritablement qu'on a un gain d'intérêt. On verra par la suite, dès le mois prochain, sur le nombre de dossiers vraiment déposés, complets, pour voir si on a de nouvelles entreprises. Mais en tout cas, déjà, c'est un bon signe pour nous, c'est que cet événement a fonctionné. Sur notre programmation future,
Là aussi, on est toujours conforme à notre calendrier, avec essentiellement 3 opérations, plus une 4e de démolition un peu compliquée, mais ça ce sera peut-être à une autre occasion qu'on pourra en parler. Mais en tout cas, on met toute notre énergie avec les services de l'État à respecter ces engagements qu'on a pour le logement. Mais je tiens quand même à faire un appel à l'aide parce que on est plusieurs intervenants impliqués dans le processus pour livrer ces 15 000 logements le plus vite possible et en tout cas absorber la demande croissante. Et quand on termine un chantier plus ou moins dans les temps, ce qui est déjà un succès, on a quand même une moyenne de 7 mois et demi de retard de mise à disposition de ces logements construits, livrés, pour des questions d'accès à l'énergie. Ça veut dire que quand j'ai terminé un bâtiment, avec mes 30 logements, voilà, ben je peux attendre jusqu'à 10 mois avant d'avoir de l'énergie et pouvoir faire rentrer les locataires. Donc, je ne sais pas si on s'y prend mal ou s'il manque un partenaire autour de cet engagement. Mais voilà, j'appelle à qui veut l'entendre, peut-être des conseils, parce que franchement, moi, je suis un peu perdu. C'est un sujet donc, qui a été porté à notre connaissance, et nous sommes en capacité d'intervenir auprès du fournisseur d'énergie, de sorte de débloquer des situations. Donc ça, on l'a déjà fait, et je sais effectivement que ça fait partie des leviers, hein, donc ça fait partie des obstacles à lever, et bien nous allons avec vous le faire. Donc toutes les fois que vous avez cette difficulté, comme l'ont fait d'autres bailleurs, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, nous le faire connaître, de sorte que nous puissions intervenir auprès du fournisseur d'énergie afin que la situation soit débloquée. Merci. Alors, pour la CIMAR, effectivement, nous tenons nos engagements du 12 février avec un petit écart quand même sur des appels d'offres d'une quinzaine de jours, parce que nous ne sommes pas tout seuls dans l'acte de construire. Et je le dis à dessein et volontairement. Il y a des maîtres d'œuvre, il y a des mairies, délivrance des permis, etc. Donc ça, ce sont les leviers, mais on va en parler je vais en parler dans un instant. Donc concernant la CIMAR, effectivement, on s'est engagé sur 90 millions d'euros en OS, je le dis bien en OS. La CIMAR, c'est quand même 57 millions d'investissements dans le BTP chaque année. Comme l'a dit mon directeur général lors de la réunion du 12, c'est que nous tenons à jouer notre rôle contracyclique, pas que cette année, mais sous les années à venir. C'est-à-dire, ce qui nous préoccupe un petit peu aujourd'hui, c'est la suite de tout ça. Et on a fait un très bon travail ensemble avec la FRBTP, avec l'ADEAL. Le sujet n'est pas sous le volume, il n'y a pas de question sur le volume aujourd'hui des aides. Les aides sont importantes. Sauf qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte augmentation du coût du BTP pour des raisons qui se justifient, qu'on comprend. Mais on n'a pas le retour de tout cela. Donc, c'est-à-dire comment nous allons jouer notre rôle contracyclique dans les 2 ans, dans les 3 ans à venir, là est la question. Et pour moi, il faut qu'on continue à travailler, mais en élargissant peut-être la table ronde, c'est-à-dire les communes, parce qu'il y a des communes, on ne va pas les nommer, mais pour avoir un permis, généralement, il est tacite à la fin. Mais ça prend 8 ans, 8 mois, 9 mois, bon, on ne va pas les nommer, ouais, ils rigolent. Mais n'empêche que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle est notre politique que nous avons sur le territoire en matière de développement? Est-ce que les mairies, etc. Je ne vais pas aller loin puisque ce sont des partenaires. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse s'asseoir. On a effectivement Action Logement qui nous aide énormément, mais faire passer une opération aujourd'hui de logement social, l'équilibrer, c'est un casse-tête. Pour dire la vérité, alors, des fonds propres, on en met déjà depuis au moins 2 ans, 3 ans, ce qui ne se faisait pas avant. Mais il faut bien les renouveler, ces fonds propres-là, pour que nous puissions continuer à jouer notre rôle contracyclique. Sinon, on ne va pas le jouer dans les 2 ans, dans les 3 ans. Donc, on a commencé avec la FRBTP. Je vois M. Bonnet qui est là avec son pistolet, puisque, comme j'aime à dire, depuis le 12, avant, j'avais le pistolet de mon directeur général, maintenant j'ai celui du préfet, celui de Jean-Yves, et celui de la société martiniquaise, on va dire ça comme ça. Donc, effectivement, nous allons jouer notre rôle pour cette année en OS.
Nous allons les jouer encore puisque nous avons un volume de chantier en cours. Mais il faut vraiment qu'on s'assoie pour réfléchir, avoir une table ronde sur le financement du logement social. On l'a déjà dit à plusieurs fois. Comment on va continuer à financer du logement social? Parce que si faire du logement social, c'est penser que c'est le logement LLI ou le logement libre qui va l'équilibrer, je pense qu'on est un petit peu à côté de la plaque. Et on ne va pas répondre à nos 14 000 logements. Donc, pour moi, ce n'est qu'un début. Je m'invite et je vous invite à continuer à travailler, mais fortement. Merci beaucoup, Monsieur Cléry. L'appel est bien entendu. Nous savons que nous avons effectivement cette problématique du coût de la construction et qui impacte très fortement donc l'équilibre des opérations. Donc il y a des produits qui sont en préparation donc par l'État. Voilà. Il y a notamment le LLTSA. Voilà. Oui, quand même. Donc il y a des produits qui sont en préparation qui visent à répondre à ça. Bien, on va y travailler forcément. En tout cas, donc à ce stade, je crois qu'il faut se satisfaire de cette avancée. Et nous avons une reprise de la production de logements sociaux avec deux effets. Un effet, bien sûr, direct vis-à-vis du BTP, donc d'alimentation en activité des entreprises, de lisibilité, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de lisibilité. La filière a besoin justement de s'inscrire dans sa structuration et cette lisibilité a vocation à lui permettre de le faire. Et puis, l'autre finalité qui est aussi de loger les Martiniquais. Donc ça, c'est important. Et puis, je dirais aussi que les bailleurs sociaux, tout à fait, les bailleurs sociaux ne seront pas les seuls à travailler sur le sujet. Donc le logement locatif social n'est pas le seul produit à répondre à ses besoins. Sinon, bien, avec 14 900 demandes et un rythme de production qu'on essaie de maximiser, on en serait encore plus pour de nombreuses années. Donc, il y a d'autres leviers à mobiliser, notamment la mobilisation, le parc privé vacant, ancien, donc sur lequel il faut travailler. Et je crois que nous avons des leviers sur lesquels nous allons travailler ensemble afin de répondre encore une fois, effectivement, aux besoins de logement de nos compatriotes et par là même, apporter de l'activité, de la lisibilité, justement, à ce secteur du BTP. Et on travaille collectivement dessus et je vous en remercie. Merci. Merci, Monsieur Liroy. Merci, Madame Mauger. Merci, Monsieur Rofian. Merci, Monsieur Cléry. Merci. Bon, on n'a pas fini, Monsieur Grabin. Restez assis 2 secondes. Il y a peut-être des questions. C'est passionnant, là. Là, on est sur un sujet. Alors, la salle n'est pas remplie, mais on est sur du lourd, comme diraient certains. Vous avez des questions? Non, il est là, Monsieur Bonnet. D'habitude, il a une question. Il n'a pas de question, Jean-Yves? Il n'a pas de question. Peut-être qu'il va... Le travail continue. Oui. Jean-Philippe Chinan. Non, c'est pas forcément une question, mais une bonne surprise parce que pour le coup, j'entends que vous avez démultiplié en tout cas le nombre d'entreprises qui, donc ça va peut-être permettre d'avoir moins de marchés qui seront dits infructueux. Donc en fait, non, je suis agréablement surpris. On n'entend pas souvent de bonnes nouvelles ces derniers temps dans notre écosystème, donc je note. Juste, vous avez fait mention de problèmes d'accès à l'électricité, au réseau électrique. C'est qui? C'est EDF, c'est... Okay. C'est EDF. Aujourd'hui, on a des délais de raccordement qui sont catastrophiques. D'accord. Okay. C'est le SMEM, parce que comment le SMEM et EDF, okay, mais enfin voilà. Ok. Oui, mais bon. On commence à travailler avec eux dès les fondations et à la livraison, ils sont pas encore au rendez-vous. Donc voilà. Oui, juste. Et les délais qui sont évoqués sont une réalité pour tout le monde. C'est pas que les bailleurs. Et donc il y a un vrai sujet de fond. Mais peut-être à travailler. Mais ils sont pas intégrés dans vos groupes de travail là? Parce que quand vous faites vos points mensuels, ils sont pas intégrés dans vos groupes de travail? Oui. Le vrai sujet, il faut créer de la perspective, c'est l'aménagement du territoire. Oui. Si vous voulez, le logement social, comment ça se passe en Martinique depuis des années et des années? En fin de compte, il y a une parcelle, on arrive, s'il vous plaît. Et résultat, on aménage. Alors que tout ça devait être préparé en amont. Donc, résultat, c'est quand on arrive que les réseaux arrivent, etc., etc. Et donc, c'est bien cette problématique de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'avoir du foncier déjà prêt, viabiliser en amont pour que nous, on puisse intervenir. Sinon, nous, chaque fois... Et peut-être après... Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est que les dispositifs de financement, ils sont prévus
pour une parcelle viabilisée. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans à La Réunion. Vous avez des aménageurs, il y a des actes qui se font, il y a du FRAFU qui paye les voiries, les candélabres, etc. Et quand le bailleur social arrive, il a en bordure de parcelle un coffret où il vient se brancher. Et il a les mêmes financements que nous, qui devons gérer des stations d'épuration, des transfos et les voiries. Et donc forcément, ça augmente le coût global d'intervention et le coût du logement, alors qu'on a les mêmes financements, et on arrive à une équation qui devient très très compliquée à résoudre. Et je rajouterais, on parlait d'EDF, mais je rajouterais le sujet de l'assainissement. Aujourd'hui, on a des opérations où on attend 7, 8 mois avant de pouvoir se raccorder parce que la station, elle est pas aux normes et qu'on nous dit, vous n'avez pas le droit de tirer la chasse tant que... Voilà. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et ce sujet des stations d'épuration, il n'est pas de notre compétence. Pour autant, aux ANAM, on gère 15 stations d'épuration. Et je me fais régulièrement taper sur les doigts et sur la tête par les collègues de Monsieur Liroy à la police de l'eau parce que la station, elle déconne, etc. Donc c'est une réalité, mais c'est pas de ma compétence. C'est de la compétence des communes déléguées aux EPCI. Il y a des tas de sujets sur ces problèmes-là. Et le sujet de la viabilisation globale et de l'aménagement du territoire est un sujet sur lequel il faut qu'on se penche tous ensemble. Et comme il y a eu de récentes élections municipales, que les EPCI vont bouger, c'est le moment d'aller les voir et leur dire il faut peut-être s'y mettre ensemble, éventuellement. Oui. Je veux quand même nuancer un peu, peut-être. C'est pas le métier le plus facile. On a des difficultés, on a des pratiques qui doivent changer, mais il y a quand même une urgence. Donc on arrive quand même à trouver des solutions, à se consortionner et tout ça. Mais franchement, il y a un endroit où on n'arrive pas à trouver de solution, même si on fait un appel à l'aide, on appelle l'ADL pour une aide, c'est l'électricité. Je suis désolé, moi, ça me bloque complètement une opération. Ça me crée énormément de problèmes. Parce que quand j'ai livré, j'ai réussi à me battre pour avoir la station d'épuration qu'il faut, faire tout, la voirie, les candélabres. Et que depuis le début, depuis les fondations, je suis en contact avec toutes sortes d'interlocuteurs dans l'énergie. Et que finalement, on me repousse sans cesse l'intervention. Je livre un bâtiment, les entreprises sont parties. Comment je fais pour lancer le parfait achèvement? Qu'est-ce qui se passe pendant les 7 mois où il n'y a personne dans le bâtiment? Je peux mettre personne, donc le bâtiment il vieillit mal, il commence déjà à se dégrader, donc les locataires ne sont pas rentrés, j'ai déjà des réparations. Donc c'est important. Moi je souhaite quand même bien c'est peut-être mon parti pris, mais j'ai un souci là-dessus et je voudrais qu'on m'aide. La solution, c'est de travailler, on a commencé à le faire, donc travailler avec le fournisseur, comme on a commencé à le faire. Puisqu'en fait, moi, je rappelle qu'on est là parce qu'il y avait une problématique initiale de mobilisation des entreprises pour répondre aux appels d'offres. Nous avons mis en place un plan d'action et les résultats, ils sont là, ils sont mesurables. Eh bien, dans le même esprit, nous allons poursuivre notre collaboration puisque nous avons vocation à travailler ensemble. Nous sommes partenaires. Eh bien, au titre de ce partenariat, nous allons aussi voir ce fournisseur de sorte de l'intégrer bien en amont, effectivement, dans le processus et de sorte que à l'achèvement de la construction, eh bien, que le raccordement soit effectif et qu'il ne soit pas un facteur bloquant pour la commercialisation du logement comme ça peut être le cas aujourd'hui. S'il y a pas, une question de monsieur et après, on va vous laisser aller déjeuner. Bonjour, c'est pas vraiment une question, c'est pour réagir un petit peu. Oui, Philippe Maraval, directeur adjoint de l'ADL. Je suis arrivé il y a 1 mois pour remplacer Véronique Lagrange, pour ceux qui la connaissaient. Pardon. Emmanuel Vargon, président de la Creux, est passé ces derniers jours visiter le territoire et ce sujet de raccordement est remonté avec notamment les entreprises qui installent des panneaux photovoltaïques et qui font face à des délais qui peuvent monter jusqu'à 2 ans et demi, ce qui leur coûte 4,5 points d'intérêt sur 2 ans et demi et ça affecte jusqu'à 10 points leur CAPEX. Donc, il y a un rendez-vous qui est prévu le 8 avril avec le président du SMEM. Elle doit rencontrer EDF. Enfin, on a prévu un petit peu de remuer le microcosme en question parce qu'effectivement, vous n'êtes pas les seuls concernés. Sur l'aspect aménagement du territoire et préparation du foncier à recevoir les logements, la révision triennale de la loi SRU va normalement embarquer plus de collectivités et donc mettre un peu plus la pression sur les finances des collectivités locales pour faire plus de logements sociaux. Peut-être qu'à l'occasion de ces révisions, on pourra aussi s'entretenir avec les collectivités concernées pour qu'elles prennent en main le sujet et préparent aussi le foncier à ces territoires,
à ces aménagements et ne pas vous laisser dans les difficultés, notamment d'assainissement non collectif. Enfin, j'ai bien en tête une commune en particulier qui a des difficultés d'assainissement et je pense que je vois le projet dont il est question. Mais on va aussi travailler avec elle sur ce sujet. Voilà. Merci, Monsieur Maraval. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Si. Donc merci. On va remercier Madame Mauger, Monsieur Liroy de l'ADEAL. On va remercier Monsieur Cléril, Monsieur Grabin et Monsieur Roffian. Dozana, merci beaucoup sous vos applaudissements. Merci.